tu es remplaçable, a lancé papa. Je payais tout, loyer, voiture, carte. Alors ce que je fournis l'est aussi, ai-je rétorqué. Ils ont ri, pensant que je plaisantais. 2 jours plus tard, ils m'ont rappelé quand leur carte a été refusée lors d'un paiement. Je m'appelle Agnès, j'ai 32 ans, et je travaille dans la gestion des risques financiers, où tout est mesuré par l'exposition au coût et le retour associé à un engagement. J'ai toujours vécu de manière indépendante, payé mes propres dépenses et couvert mes factures sans aide au sein de ma famille. Cette indépendance s'est transformée en piège. Je suis devenue celle qui résolvait les urgences, gérait les soldes impayés et assurait la couverture chaque fois que quelqu'un refusait de gérer ses obligations personnelles. Lors de notre dernière dispute, mon père s'est penché vers moi, m'a regardé droit dans les yeux sans hésitation et a dit « Tu es remplaçable. N'oublie pas ça ». Ma mère se tenait à ses côtés, ricanant à mi-voix comme si cette affirmation était une évidence. Cette phrase n'était pas une plaisanterie. Il l'a dit en demandant un prêt plus important que tout ce qu'il avait demandé auparavant. Il traitait mon soutien comme un devoir permanent et moi comme un produit financier dont il pouvait se retirer à tout moment. J'ai écouté sans réagir. Puis j'ai pensé à chaque prélèvement mensuel lié à mes comptes. Je payais un appartement d'une chambre qu'ils occupaient. Je détenais le bail d'un véhicule qu'ils utilisaient. Je payais leur assurance pour tous les deux. Je couvrais leur forfait téléphonique et je gérais leur utilisation de cartes de crédit qu'ils ne consultaient jamais. Ils profitaient de ces avantages librement parce qu'ils croyaient que mon revenu existait pour compenser leurs choix, jamais leurs responsabilités. Si je suis censé être remplaçable, alors les avantages qui portent mon nom le sont aussi. Le respect est une exigence en finance. Si la valeur est niée, l'investissement prend fin. Tout a commencé quand papa m'a dit qu'il avait besoin d'une aide temporaire après avoir perdu l'emploi qu'il occupait depuis 2 décennies. Au début, j'ai accepté cette demande sans trop hésiter, car l'explication semblait raisonnable. Il a dit qu'il avait besoin de soutien pendant qu'il préparait sa recherche de nouveau travail. Et j'ai cru qu'une courte interruption finirait par s'installer dans un plan durable. Au lieu de me tenir informé de ses entretiens ou de ses démarches professionnelles, il a créé une routine où chaque conversation impliquait une demande implicite de prise en charge de factures par quelqu'un d'autre. Il me disait que le marché était injuste pour les personnes de son âge, et il sous-entendait que les employeurs discriminaient les candidats plus âgés, ce qui me positionnait comme la personne qui devait absorber les dépenses du ménage sans aucune référence à une échéance future. L'inquiétude s'est transformée en attente, et l'attente en une affectation de rôle permanente qu'il n'a jamais discutée directement, car il croyait que le lien biologique éliminait le besoin de négociation. Maman participait sous un autre angle, car elle ne demandait pas d'emploi ni ne proposait de chemin vers l'autosuffisance. Elle me disait que l'argent était un symbole d'égoïsme et qu'une fille qui se concentrait sur ses revenus manquait de compassion. Chaque fois que je mentionnais des limites prévisibles dans mon propre budget, elle sous-entendait que je valorisais les étrangers plus que mon propre sang. Elle n'a pas payé une seule facture de ménage depuis des années. Elle répète l'affirmation selon laquelle le devoir moral exige que les enfants contribuent indéfiniment. Quand je lui demande quelle contribution elle assume, elle déplace la conversation vers le jugement. Elle dit que je suis obsédé par les chiffres et agit comme si l'existence d'un salaire obligeait à sa distribution. Cette croyance lui a permis d'éviter la planification personnelle, car tout manque dans leur ménage était redirigé vers ma paix. Mon frère, Léo, a contribué à renforcer cette structure en me permettant de signer des polices d'assurance et des comptes d'appareil. Il me disait que les primes n'avaient pas d'importance car l'unité familiale nécessitait le partage des ressources. Il disait que l'âge adulte n'éliminait pas le service collectif. Et il parlait de responsabilité comme d'un parrainage financier plutôt que d'indépendance. Quand je lui ai demandé de transférer une police à son nom, il a dit que j'agissais comme une propriétaire. Il soutenait que les frères et sœurs devaient s'entraider, mais sa version de l'aide n'allait que dans un sens. Il utilisait le langage familial pour éviter l'autonomie financière et traitait la couverture comme un droit acquis sans vérification. Papa s'appuyait sur un récit plus vaste. Il disait que les parents investissent dans les enfants, donc les enfants doivent rendre ces investissements sans limitation. Il n'a jamais reconnu que l'âge adulte implique des obligations financières distinctes. Et il disait que le soutien devait être assuré sans calcul ni projection. Pour lui, une facture est simplement quelque chose qui apparaît et le paiement est une exigence gérée par celui qui a un revenu. Il a élevé le langage du sacrifice chaque fois que je mentionnais des limites et il a associé l'autorité biologique au contrôle économique. Il ne voulait pas d'un prêt remboursable.
Il voulait un prêteur qui ne mentionnerait jamais le remboursement, car la relation elle-même servirait de garantie. J'ai commencé à réaliser qu'il ne demandait pas d'aide. Il concevait une structure où j'opérerais comme une assistance à long terme. Chaque augmentation de leur demande apparaissait avec une diminution du respect pour la source de cette demande. Papa a cessé de reconnaître que j'avais une carrière qui demandait des efforts. Il disait que ma génération avait des opportunités faciles et il rejetait les exigences professionnelles qui me positionnaient pour l'emploi. Maman a traité mes bilans budgétaires comme un signe d'arrogance. Léo a décrit la responsabilité comme de la cupidité. J'occupais le rôle de pourvoyeuse, mais la pourvoyeuse n'avait pas le droit de poser des questions sur les coûts. Ce qui me dérangeait le plus, c'était la croyance que mon identité devait être définie par la distribution. J'étais un conduit plutôt qu'une participante. Il ne demandait pas de mes niveaux de stress ni de ma planification. Il ne décrivait pas de délai ni d'ajustement personnel. Si un coût apparaissait, c'était mon problème. Si un avis de retard apparaissait, je m'en occupais. Ils ont façonné une philosophie où le droit acquis remplaçait l'appréciation. Finalement, j'ai compris qu'ils ne voulaient pas de soutien. Ils voulaient une subvention permanente sans expiration, sans négociation et sans reconnaissance du travail nécessaire pour la maintenir. Le lendemain matin, j'ai pris un jour de congé personnel pour passer en revue tout ce qui était légalement sous mon nom. Je me suis assise à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et mon application bancaire lancée car je voulais une vue claire des comptes, des retraits automatiques, des utilisateurs autorisés et de chaque abonnement qui me liait. Ça m'a fait étrange de traiter ma famille comme une évaluation de risque. Pourtant, c'est exactement ce que j'avais l'intention de faire. Au moment où papa a dit que j'étais remplaçable, il m'a inconsciemment donné la permission de reconsidérer toute structure financière qui les maintenait confortables à mes dépens. Je ne ressentais aucune émotion. Je me sentais rationnel. Je voulais une base de vérité avant que toute réaction de leur part n'interfère. J'ai commencé par les cartes de crédit car c'était le plus facile à modifier. Papa et maman avaient chacun des cartes à leur nom, et Léo avait une carte supplémentaire parce qu'il m'avait une fois convaincu que partager un forfait était moins cher. J'ai ouvert la page de gestion des cartes et j'ai supprimé leur accès. Aucun d'entre eux n'a reçu de notification car l'application contacte uniquement le titulaire principal de la carte. J'ai bloqué toutes les cartes qui ne m'appartenaient pas, et le système n'a nécessité que 2 clics pour chaque action. J'ai été étonné de la rapidité avec laquelle la dépendance pouvait être démantelée lorsque la personne qui payait la facture cessait de l'autoriser. Après les cartes de crédit, j'ai vérifié le compte courant joint que j'avais ouvert pour les urgences. Mon argent finançait tous les dépôts dans ce compte, et ils y retiraient chaque fois qu'ils se sentaient stressés ou incommodés. J'ai transféré l'intégralité du solde sur mon compte personnel et j'ai laissé le compte joint actif avec 0, car la banque exigeait un minimum pour le fermer et je voulais une sortie propre plutôt qu'une conversation sentimentale. J'ai ouvert un nouveau compte personnel avec authentification à 2 facteurs, de sorte que rien ne soit lié aux identifiants partagés. Ensuite, il y a eu le forfait téléphonique. Le forfait familial était à mon nom et l'opérateur exigeait une signature pour supprimer des utilisateurs. J'ai appelé le service client et j'ai demandé une séparation complète. Le représentant m'a informé que chaque ligne supprimée devrait établir un contrat individuel avec une vérification de crédit et un tarif du marché. J'ai approuvé le changement et payé le dernier cycle pour le mois en cours. Après cela, chaque utilisateur serait responsable de la facturation des appareils de remplacement, des mises à niveau et de l'utilisation des données. Ce n'était pas une vengeance. C'était une pratique standard pour les adultes aux États-Unis. L'assurance automobile a suivi une structure similaire. La police incluait le camion de papa, la voiture compacte de maman et la berline de Léo. Comme Léo avait échoué à une enquête de crédit, j'ai demandé à supprimer leur véhicule et à ne conserver que le mien. Le représentant m'a averti que les primes changeraient une fois la remise multivéhicule supprimée. J'ai accepté le changement car l'argument financier pour les garder sur ma police avait disparu. L'assureur m'a envoyé des PDF confirmant que leur véhicule n'était plus couvert par mon compte. L'assurance maladie était plus compliquée car elle impliquait des réglementations légales. Maman et papa étaient toujours éligibles à des programmes subventionnés en fonction de leurs revenus, et Léo avait accès à une couverture parrainée par l'employeur, mais évitait de s'inscrire. J'ai contacté le fournisseur et j'ai demandé à résilier la couverture des personnes à charge. Le représentant m'a expliqué les délais d'inscription, les exemptions spéciales et les plateformes d'échange gouvernementales.
J'ai soumis les formulaires de retrait par voie électronique et j'ai programmé un appel de confirmation pour vérification. J'avais l'impression de suivre une liste de conformité plutôt que de couper les liens avec des proches. Vers midi, j'ai fait une pause et j'ai examiné mes progrès. Chaque action était alignée sur un seul principe. Les adultes gèrent leurs propres responsabilités. Aucun des changements n'était vindicatif. Aucun d'entre eux n'était violent. C'étaient des corrections administratives qui établissaient des limites. J'avais passé des années à croire que j'étais obligé de subventionner un style de vie qu'il refusait de financer. Papa appelait cela la loyauté. Maman appelait cela l'amour. Léo appelait cela le travail d'équipe. J'ai commencé à comprendre que leur vocabulaire était un déguisement pour la dépendance. J'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé une liste de services d'abonnement qui étaient liés à mes cartes. Plateforme de streaming, abonnement de livraison de repas, stockage cloud et applications payantes étaient tous liés à mes informations de facturation. J'ai résilié tout ce qui ne me servait pas, et je me suis assuré que chaque annulation générait un reçu. Je n'ai averti personne car je voulais que les transactions soient refusées naturellement. Une transaction refusée communique une limite sans discours. En fin d'après-midi, j'ai vérifié mon email professionnel pour demander un jour de congé supplémentaire. Je prévoyais de me rendre au bureau de location le lendemain matin car le contrat de location me listait comme garant. Je voulais comprendre les options légales concernant la résiliation anticipée et le protocole de notification des occupants. Le bureau de location exigeait des documents plutôt qu'une motion et je préférais cette structure. J'ai fermé mon ordinateur portable car la partie financière de ce processus était terminée. La prochaine étape impliquait des contrats physiques et des signatures qui nécessitaient une visite en personne. 2 jours plus tard, les premières cartes de paiement ont commencé à être refusées. J'étais à mon bureau en train de réviser un rapport trimestriel lorsque mon téléphone a reçu un appel manqué de maman. Elle n'appelait jamais pendant les heures de bureau car elle préférait envoyer des SMS, donc le moment me disait que quelque chose de spécifique avait perturbé sa routine. J'ai laissé l'appel expirer car je savais que l'information me parviendrait éventuellement. Lorsque la notification vocale est apparue, j'ai attendu un moment avant d'écouter. Sa voix semblait tendue et elle demandait si ma société de cartes connaissait des erreurs système. Elle a mentionné qu'elle était à la caisse d'un supermarché et que sa carte affichait une invite de rejet. Elle a affirmé que la caissière la regardait avec jugement et qu'elle voulait que je gère la situation. Son choix de mots révélait comment elle percevait mon rôle, comme si mon nom existait pour la protéger des coups. J'ai envoyé une courte réponse expliquant que sa carte était inactive. La réponse est arrivée en 1 minute. Elle a demandé si la banque avait fait une erreur et a insisté sur le fait que les courses comptaient comme des besoins de base que je devais couvrir. J'ai choisi de ne pas débattre de la phrase « était censé couvrir ». Au lieu de cela, j'ai écrit qu'elle devrait utiliser ses propres fonds et qu'une transaction refusée est un résultat normal lorsque le titulaire du compte modifie les accès des utilisateurs. J'ai regardé les bulles de frappe apparaître et disparaître. Elle a demandé si je m'attendais à ce qu'elle transporte de l'argent, comme si payer la nourriture avec sa propre carte de débit violait l'ordre naturel. Lorsque j'ai répété qu'elle avait une autonomie financière, les bulles ont disparu définitivement. Plus tard dans la journée, Léo m'a contacté par SMS. Il a écrit que la pompe de sa station-service avait refusé sa carte et qu'il exigeait une explication car il devait traverser la ville. Il m'a rappelé que les prix du carburant étaient élevés, comme si ce facteur justifiait son hypothèse que quelqu'un d'autre devrait absorber ses coûts de transport. Je lui ai dit la même chose que j'avais dite à maman, que sa carte était inactive et qu'elle pouvait s'adapter. Il a répondu que je tournais le dos à la coopération familiale. Cette phrase m'affectait autrefois. Maintenant, elle ressemblait à un slogan conçu pour excuser la dépendance. J'ai demandé s'il coopérait signifiait qu'un seul participant fournissait les ressources. Il n'a pas répondu à ce message. Papa a appelé pendant ma pause déjeuner. Il n'a pas attendu de clarification. Il a dit que j'humiliais mes propres parents. Il a affirmé que d'autres enfants seraient fiers de soutenir ceux qui les ont élevés. Et il m'a dit que mon comportement créait de l'embarras parmi les proches. Je n'ai pas répondu à l'accusation. Je lui ai dit que l'âge adulte impliquait la responsabilité financière et que refuser de payer la vie de quelqu'un d'autre ne comptait pas comme une humiliation. Il a demandé si j'aimais voir mes parents lutter pour des miettes. J'ai répondu qu'utiliser des fonds personnels n'était pas synonyme de lutte. Il a dit que je devrais avoir honte et je lui ai demandé s'il avait eu honte lorsqu'il avait rejeté mon indépendance.
Il a essayé de hausser le ton et j'ai entendu la frustration resserrer sa respiration. Il a dit que si les rôles étaient inversés, il n'aurait jamais refusé son soutien. Je lui ai demandé quand il avait soutenu quelqu'un sans y attacher de droit acquis. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a exigé la réactivation des cartes. J'ai refusé et mis fin à l'appel car la conversation ne contenait aucune curiosité, seulement de la pression. Le soir, maman m'a envoyé un paragraphe affirmant un préjudice émotionnel. Elle a dit qu'une fille avait une obligation morale d'assurer le confort de ses parents. Elle voulait que je comprenne que le monde considérait les soins parentaux comme sacrés et qu'elle disait que je empoisonnais notre lien. J'ai répondu par une seule phrase. Le soutien financier est un choix, pas une loi. Elle a écrit que mes limites financières reflétaient de l'égoïsme. Je lui ai rappelé que le respect de soi n'est pas égoïste. Lorsque Léo m'a contacté à nouveau, il a changé de tactique. Il a appelé la carte un malentendu et a dit qu'il serait plus facile si je rétablissais son accès jusqu'à ce qu'il règle les choses. Il voulait de la commodité, pas de la responsabilité. J'ai dit qu'il n'y aurait pas de rétablissement. L'accès financier n'est pas un droit de naissance. Les points sont apparus pendant plusieurs secondes avant qu'il n'écrive que j'étais dramatique. J'ai clos la conversation. Cette nuit-là, j'ai revu mon budget et je n'ai rien ajusté car les limites étaient déjà en place. Ce week-end-là, les appels téléphoniques sont arrivés comme si j'avais déclenché une catastrophe. J'ai coupé le son à la première sonnerie en révisant un ensemble de projections de risque pour un compte client. Le message vocal est arrivé un instant plus tard. Papa a expliqué qu'il avait essayé de m'appeler sur mon portable 2 fois. Il semblait déterminé à être entendu, alors j'ai attendu le deuxième message vocal avant de répondre. Dans le message suivant, il a dit qu'il voulait des clarifications et qu'il avait l'intention de me parler dans un environnement plus formel si nécessaire. Quand je l'ai rappelé, il a demandé mon numéro de bureau. Je lui ai demandé pourquoi il en avait besoin. Il a dit que si je refusais de discuter de la responsabilité familiale dans un contexte privé, il porterait l'affaire à mes supérieurs et leur montrerait le type de fille qu'ils avaient embauchée. Il a décrit son plan sur un ton ordinaire, comme si une menace pouvait passer pour un conseil parental. Je lui ai dit que mon lieu de travail évaluait l'intégrité financière et la conformité professionnelle plutôt que l'obéissance aux attentes du foyer. Il a affirmé que l'éthique s'appliquait partout. Je lui ai dit que l'éthique du travail n'avait rien à voir avec le maintien des dépenses de vie d'un adulte. Il a continué à parler. Il a dit qu'une fille qui refusait son soutien était moralement défectueuse et qu'il communiquerait ce message à quiconque avait une influence sur mon avancement. Je lui ai demandé s'il avait l'intention de compromettre mon emploi parce qu'il voulait accéder à mon argent. Il a objecté à cette formulation et a insisté sur le fait qu'il protégeait la dignité. J'ai dit que contacter un employeur pour exiger un soutien financier discrétionnaire ressemblerait davantage à du harcèlement qu'à de la dignité. Il m'a dit que je rejetais l'héritage. Je lui ai dit que l'héritage ne fonctionnait pas comme une garantie. À ce stade, il a mis fin à l'appel sans reconnaître aucune responsabilité. Léo m'a contacté plus tard dans l'après-midi. Il a commencé sur un ton décontracté. Il a dit que les familles se soutenaient mutuellement lorsque les choses devenaient difficiles. Il a dit que les inconvénients étaient temporaires et que l'unité était permanente. Il a utilisé un langage qui impliquait la bienveillance. Pourtant, il a refusé de considérer toute modification de son propre comportement financier. Il m'a dit qu'il pourrait facilement obtenir l'indépendance, mais que ce serait un effort inutile quand un frère avait déjà des ressources. Il a répété que l'emploi demandait du stress et que je pouvais réduire ce stress pour lui. J'ai répondu par une question. Qu'est-ce qui l'empêchait de postuler à des postes dans son domaine? Il a dit qu'il préférait l'autonomie. Je lui ai dit que l'autonomie financière ne peut exister sans revenus. Il a mis fin à l'appel sans reconnaître la contradiction. Maman m'a contacté le soir. Elle a dit que sa tension artérielle avait augmenté pendant la semaine et m'a demandé si je voulais la voir décliner en santé. J'ai dit que je voulais qu'elle s'inscrive au programme d'assurance qui correspondait à son éligibilité. Elle a insisté sur le fait que le processus de candidature semblait écrasant. J'ai dit que des dizaines de milliers d'adultes remplissaient les mêmes formulaires chaque année. Elle a dit que les filles devraient gérer la complexité pour leur mère. J'ai dit que les adultes pouvaient naviguer dans un système qui existe pour servir les adultes. Elle a demandé si je pensais qu'elle méritait l'inconfort. J'ai dit que l'inconfort et la responsabilité n'étaient pas identiques. Papa a rappelé. Il m'a dit que mon titre de poste me rémunérait généreusement,
mais qu'il doutait que j'ai gagné le poste. Il a dit qu'il avait l'intention de remettre en question si mes qualifications représentaient le mérite ou le favoritisme. Je lui ai dit que l'avancement professionnel est audité. Il a dit que l'ambition corrompt le jugement et que j'avais oublié la gratitude. J'ai dit que retenir le parrainage financier ne retirait pas la gratitude de l'histoire. Il a fait une pause avant de parler à nouveau. Il a dit qu'il n'hésiterait pas à faire remonter ses préoccupations. Je lui ai dit que l'ingérence continue dans mon environnement de travail pourrait entraîner un rapport car la loi protège les employés contre l'intimidation qui compromet la sécurité de l'emploi. Il a rejeté le terme intimidation. J'ai énoncé la définition. Il a demandé si je voulais impliquer une représentation légale pour régler un désaccord domestique. J'ai dit qu'une limite reste valable même lorsque les proches n'aiment pas le résultat. Une semaine s'est écoulée avant que le silence financier ne crée un nouveau type de bruit dans ma famille. Le silence n'était pas paisible. C'était l'accumulation de nouvelles factures, de nouvelles demandes et l'absence d'une ligne de crédit qu'ils avaient traitée comme une installation ménagère normale. Je n'ai pas reçu d'appel en colère cette semaine-là. J'ai reçu des questions déguisées en messages émotionnels. Et chaque message tournait autour du même thème. Ils voulaient une exception. Ils voulaient le système passé sans reconnaître que le système passé était construit sur mon travail. Maman a eu la première collision avec la réalité car sa couverture médicale ne pouvait pas continuer avec ma police. Je l'avais déjà retirée du plan et elle m'a dit qu'elle était entrée dans une clinique s'attendant à présenter la même carte d'assurance que je lui donnais autrefois. Lorsque la réceptionniste lui a dit que la police n'était plus valide, elle m'a appelé confuse. Elle a dit que la demande de payer de sa poche lui semblait injuste car elle croyait que les enfants adultes devaient assurer la stabilité médicale de leurs parents. J'ai expliqué que le système d'assurance des États-Unis n'assigne pas les enfants adultes comme garants légaux et que le prix qu'elle faisait face maintenant était le prix que j'avais absorbé pendant des années. Elle m'a dit qu'elle allait demander un plan du marché, mais son ton révélait une peur des coûts. Je lui ai rappelé que le coût existait bien avant le retrait. La seule différence était qu'elle pouvait maintenant le voir. Papa a ensuite été confronté au prêt attaché à sa voiture. J'avais accepté d'être cosignataire de ce prêt lorsqu'il avait refusé d'accepter un taux d'intérêt plus élevé lié à son historique de crédit. Retirer mon soutien signifiait soit qu'il devait refinancer à son score réel, soit vendre le véhicule. Il m'a demandé si je comprenais ce que signifiait la dignité pour un homme de son âge. Je lui ai dit que la dignité et la transparence financière ne sont pas des opposés. Une voiture utilisée au-delà de ses moyens n'est pas de la dignité. C'est de la dette avec du chrome. Il a dit que la banque l'avait refusé sans cosignataire. Je lui ai dit que la banque avait simplement évalué le risque. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la souscription. Il n'a pas aimé cette explication et a dit qu'il essaierait à nouveau. Je connaissais le résultat probable. Soit il accepterait un véhicule plus petit, soit il assumerait un coût qu'il avait évité trop longtemps. Léo a réagi à une conséquence différente. Il est entré dans une banque et a tenté d'ouvrir une ligne de crédit. L'établissement a refusé sa demande car il n'avait pas de score de crédit. Il m'a appelé après et m'a demandé si je savais à quel point il était humiliant d'être traité comme financièrement inexistant. Je lui ai dit que l'humiliation est la première leçon de l'âge adulte dans ce pays. Sans historique, pas d'approbation. Sans responsabilité, pas d'historique. Il m'a dit que je pouvais y remédier en me plaçant comme utilisateur autorisé. Encore une fois, j'ai dit qu'un utilisateur autorisé n'apprend rien sur la discipline. Il ne fait que cacher le déficit. La situation téléphonique a créé une autre couche de tension. Une fois que j'ai démantelé le forfait familial, chaque personne a dû signer de nouveaux contrats. Les prix promotionnels ont disparu. Ils ont perdu les données reportées et la charge mensuelle a augmenté. Maman a dit que le nouveau prix semblait déloyal. J'ai dit que le prix n'avait jamais été bas. Il était simplement réparti sur ma paie. Papa a insisté sur le fait que la loyauté devrait permettre un traitement préférentiel. Je lui ai rappelé que les sociétés de télécommunications ne fournissent pas de récompense de fidélité aux familles sans historique de paiement direct. Pendant cette semaine, j'ai observé la stratégie émotionnelle qu'ils utilisaient. Ils ont fait tourner le langage moral, la culpabilité, la tradition et la peur. Ils ont alterné anxiété médicale et honte professionnelle. Ils ont invoqué le mot famille pour impliquer une obligation légale. Ils ont décrit ma limite comme de l'abandon. Rien de tout cela n'a changé une seule facture. Le marché est indifférent aux sentiments.
La banque n'accepte pas la piété filiale comme garantie. S'il voulait de la stabilité, il devait participer. Le résultat le plus inattendu était interne plutôt que financier. J'ai réalisé que retenir mon soutien ne me rendait pas moins aimante. Cela supprimait une barrière qu'ils utilisaient pour éviter la réalité. Je n'ai pas remplacé la compassion par le châtiment. J'ai remplacé le secret par la clarté. Maman a commencé à comparer les plans avec une voisine. Papa a commencé à rechercher des calculateurs de prêt. Léo a cherché des cartes de crédit sécurisées. Le progrès n'est pas arrivé par gratitude. Il est arrivé par pression. À la fin de la semaine, j'ai compris quelque chose de simple. Je n'étais pas le méchant d'un récit de blessure familiale. J'étais un adulte qui rendait ce que le système avait toujours exigé. Chaque citoyen gère les coûts. Chaque ménage négocie l'abordabilité. Ma famille avait prétendu que les règles ne s'appliquaient pas à eux parce qu'elles s'appliquaient à moi. Quand je me suis écarté, les règles sont réapparues. La responsabilité n'est pas une insulte. C'est un contrat. Ils pouvaient soit la prendre, soit continuer à souffrir du prix du déni. J'avais déjà choisi mon camp. Un après-midi tard, en sortant de mon immeuble de bureau, j'ai vu maman, papa et Léo attendre près du trottoir avec une expression qui ressemblait à de l'urgence plutôt qu'à de l'affection. La scène ne m'a pas surprise car la pression financière crée généralement un enthousiasme soudain pour la proximité, et cette fois, ils voulaient quelque chose de plus substantiel qu'un forfait téléphonique ou une carte d'assurance. En les approchant, maman a immédiatement demandé si nous pouvions aller discuter en privé. Je lui ai dit que la demande pouvait être faite en public car le secret était l'instrument qui permettait au vieil argent de survivre. Maman a commencé par dire qu'ils avaient besoin de mon aide pour une demande de logement. Elle a expliqué que le propriétaire d'un nouvel appartement exigeait une vérification de revenus et un garant en raison de leur profil de crédit. Elle a dit que ma signature rétablirait la stabilité car le complexe était situé dans le même standing qu'ils appréciaient auparavant. Je lui ai dit qu'un garant est une responsabilité financière, pas un symbole familial. Le marché locatif des États-Unis évalue le risque par le crédit et les revenus, et ma signature convertirait leur risque en ma dette personnelle. Maman a dit que son âge devrait l'exempter de paperasse. J'ai répondu que l'exemption n'est pas une catégorie financière. Papa s'est avancé et a essayé un autre angle. Il a dit qu'une fille qui refuse de soutenir ses parents finira par perdre sa famille. Il a dit que la loyauté se mesure par le sacrifice économique. Je lui ai dit que l'extorsion émotionnelle n'efface pas les conséquences de crédit. Un garant devient responsable du loyer si les locataires font défaut et tout paiement manqué endommage le score de crédit du garant. Je lui ai rappelé que je travaille dans un domaine où la crédibilité financière n'est pas une option. Maman a tenté une autre justification. Elle a dit que le bâtiment acceptait les animaux et était situé près d'une épicerie qu'ils aimaient. J'ai souligné que la commodité n'est pas une exigence légale. Le contrat de location exige des revenus, pas de la nostalgie. Elle a dit qu'elle pourrait me rembourser éventuellement. Je lui ai demandé de définir éventuellement. Elle n'a pas donné de chiffres car les chiffres et les fantasmes. Le ton de papa est devenu condescendant. Il a suggéré que j'exagérais le système de crédit pour éviter la responsabilité. Je lui ai dit qu'éviter la responsabilité est précisément ce qui a créé le problème actuel. Pendant des années, leurs dépenses étaient sous mon nom, et ils traitaient l'absence de facture comme la preuve que la facture n'existait pas. Un contrat de garant étendrait cette illusion en un document légal. Il a dit que j'étais sans cœur de refuser. J'ai dit que le consentement éclairé n'est pas l'absence de cœur. C'est l'âge adulte. Léo a interrompu et a dirigé la conversation vers lui. Il a dit que si je garantissais le bail, cela l'aiderait aussi car cela maintiendrait la famille unie. Il a dit qu'il avait toujours besoin d'aide pour l'essence et les dépenses de téléphone. Je lui ai demandé s'il avait l'intention de construire un crédit indépendant ou s'il avait l'intention de s'accrocher à moi indéfiniment. Il a dit que les frères et sœurs se soutenaient. Je lui ai dit que le soutien sans effort devient dépendance et la dépendance sans responsabilité devient extraction. Il a demandé si je pouvais garantir au moins 1 an. J'ai dit qu'une année suffit à ruiner un score de crédit. Papa a escaladé à nouveau. Il a dit que mon refus l'humiliait en tant que père car il ne devrait pas avoir à négocier avec sa fille en public. Je lui ai dit que l'humiliation réside dans l'écart entre l'attente et la capacité. S'il pouvait satisfaire les exigences du propriétaire, il n'y aurait pas de négociation. Le marché est impartial.
Il ne prend pas en compte la fierté parentale. La conversation s'est terminée lorsque j'ai établi la dernière limite. Je leur ai dit que les futures demandes d'aide financière devaient arriver par email car la communication écrite protège la clarté, établit une documentation et décourage la manipulation psychologique. J'ai dit que je ne discuterais pas d'argent dans les parkings, sur les trottoirs ou dans les bureaux. Le système juridique reconnaît les traces de mais. Il ne reconnaît pas les disputes dans les couloirs. Maman a demandé si je reconsidérerais si elle démontrait bonne foi. Je lui ai dit que la reconsidération implique une négociation et qu'il n'y a rien à négocier. Mon crédit n'est pas une garantie pour leur style de vie. Papa a marmonné quelque chose à propos de me désavouer. Je lui ai dit que la famille ne pouvait pas être définie par des structures de prêt. Si l'amour dépend de l'accès au crédit, c'est une transaction. Si la loyauté dépend de signature, c'est une collecte de dettes. Ils sont partis déçus. Je suis allé à ma voiture avec clarté. Les limites ne sont pas de la cruauté. Les limites sont de la gestion des risques. Je ne subventionne plus le déni. Quelques mois ont passé et la distance financière a produit une distance relationnelle qui n'a pas nécessité de voix élevées ni de théâtre émotionnel. Le silence entre nous venait de la logistique, pas du sentiment. Quand l'argent cesse de voyager dans une seule direction, toutes les formes de communication deviennent honnêtes par défaut. Sans frais subventionnés, maman et papa n'évaluaient plus la vie par préférence. Ils l'évaluaient par facture. J'ai appris par une brève mise à jour qu'ils avaient abandonné leur poursuite d'un logement haut de gamme. Au lieu d'essayer de forcer leur entrée dans un complexe qui exigeait des normes de crédit qu'ils ne pouvaient satisfaire, ils se sont installés dans un logement temporaire où les paiements fonctionnaient sur une base hebdomadaire. Une chambre de motel n'est pas une tragédie, bien qu'ils l'aient traitée comme une punition plutôt que comme des mathématiques. Dans la structure de logement des États-Unis, le loyer hebdomadaire offre une flexibilité aux personnes ayant une documentation limitée et des revenus inconsistants. La flexibilité est devenue leur nouvelle dignité. Un mois plus tard, ils ont emménagé dans un appartement plus petit. L'unité n'incluait pas le confort esthétique qu'ils mentionnaient autrefois, mais elle correspondait aux chiffres sur leur relevé bancaire. Je n'ai jamais critiqué la dégradation. J'ai fait le contraire. Vivre selon ses moyens est une marque de maturité. Et la maturité ne nécessite pas d'applaudissements. Elle nécessite de l'arithmétique. Léo a rencontré une conséquence différente. Le soutien a cessé. Il a donc dû entrer sur un marché du travail qui n'acceptait pas les récits personnels. Il a pris un poste à bas salaire car c'était la seule offre disponible sans historique de crédit, sans économie, et sans CV reflétant la constance. La déception salariale est courante chez les personnes qui romantisent l'assistance. Gagner un petit chèque lui a appris quelque chose que ma générosité n'avait jamais réussi à accomplir. Il a appris le prix de l'essence lorsqu'il a cessé de s'attendre à ce que je le finance. Je n'ai pas observé son processus directement. J'ai entendu des fragments via les réseaux sociaux et des SMS occasionnels qui tentaient d'être neutres. L'aspect impressionnant n'était pas son ton. C'était l'effort. Le modèle économique américain récompense la participation, même lorsque la participation semble insignifiante. Papa est retourné au travail car l'emploi a remplacé la colère. Le marché ne se souciait pas de son ego ni de son âge. Il se souciait de savoir s'il pouvait accomplir des tâches en échange d'une compensation. Il a cessé de me blâmer car l'économie ne réagit pas aux accusations. Une paix lui a apporté une perspective. Il a redirigé son énergie vers la survie et la survie est incompatible avec le déni. Maman a appris quelque chose de parallèle. Elle a géré sa propre paperasse d'assurance au lieu de se plaindre de la bureaucratie. L'inscription à l'assurance est un rituel fastidieux. Pourtant, elle l'a accompli car l'alternative impliquait des pénalités. La responsabilité n'est pas une révélation. C'est simplement le moment où les excuses expirent. Pendant cette période, je me suis concentré sur ma carrière avec une clarté que je n'avais pas anticipée. Retirer la pression financière a créé un espace émotionnel. J'ai cessé de me sentir coupable d'appliquer des limites car les résultats prouvaient leur nécessité. Couper le soutien n'a détruit personne. Cela a forcé l'autonomie individuelle. Le résultat ne ressemblait pas encore à une réunion de famille. Il ressemblait à une économie fonctionnelle. Aucune réconciliation ne s'est produite. Personne n'a demandé de réunion pour les fêtes. Personne n'a prétendu que l'indépendance financière équivalait à un rejet.
Nous avons simplement évolué sur des trajectoires séparées. L'émotion n'a pas dominé la structure. La structure a dominé l'émotion. Dans la culture américaine, l'âge adulte met souvent fin à l'illusion sentimentale selon laquelle la famille doit fonctionner comme un compte bancaire partagé. Je n'ai pas pleuré l'absence de proximité. La proximité qui repose sur une obligation financière n'est pas de la proximité. C'est de la dépendance. Quand la dépendance prend fin, la relation soit mûrit, soit se dissout. La nôtre s'est dissoute en quelque chose de réaliste. Il n'y a pas eu d'accolade symbolique. Il n'y a pas eu d'excuses émotionnelles. La séparation n'a pas été violente. Elle a été proportionnelle. J'ai atteint une conclusion sur la valeur. L'amour sans responsabilité est une performance. La responsabilité sans financement est du ressentiment. La forme la plus propre d'affection est une distance qui protège les ressources plutôt qu'une distance qui affiche la blessure. Je me suis protégé et la protection n'a pas nécessité de justification. Je n'ai pas cherché de preuves d'amélioration émotionnelle. Les preuves sont apparues par le résultat. Les factures étaient payées par la personne qui les devait. Les contrats étaient signés par la personne qui les utilisait. Le crédit a repris son cours normal. C'était la fin. Pas dramatique, juste pratique. Je n'ai jamais attendu d'appréciation car l'appréciation est inutile. La survie suffit. Ils ont survécu. J'ai avancé. C'était notre alignement final. Les limites financières ne sont pas de la cruauté. Ce sont des guides structurels. Lorsque les gens construisent leur propre crédit, leur dignité augmente car la dignité dépend de la capacité. Couper l'aide ne rejette pas la famille. Cela rejette la distorsion. La forme la plus saine de loyauté reconnaît les limites et respecte le risque. J'ai appris que l'âge adulte exige le refus. Le refus préserve la stabilité. La stabilité crée des opportunités. L'opportunité génère du progrès.